Jean-Dominique Michel, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cet entretien pour le magazine Nexus. Avec grande joie, je suis un grand fan, j'y trouve ce mélange de créativité et de rigueur que j'apprécie particulièrement, donc je suis un de vos fidèles lecteurs depuis fort longtemps. On est ravis de vous compter parmi nos lecteurs. Alors, on vous retrouve aujourd'hui près de Genève. Vous êtes anthropologue de la santé depuis plus de 30 ans et expert en santé publique. Alors, on vous connaît à travers votre blog que vous tenez qui s'appelle Anthropologique, qui est sur le site de la Tribune de Genève. Vous avez donné cette année une conférence à l'IHU de Marseille intitulée « La médecine et la santé publique à l'épreuve du Covid ». Et en 2020, vous avez publié 2 ouvrages intitulés pour le premier « Covid, anatomie d'une crise sanitaire, l'analyse qui démystifie le discours officiel » et pour le second « Votre cerveau est votre meilleur allié ». Alors pour commencer cet entretien, on voulait savoir d'abord si vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'anthropologie de la santé. Oui, très volontiers. Donc l'anthropologie, c'est l'étude de l'espèce humaine. À travers l'espace et le temps, on utilise une méthode comparative, c'est-à-dire comment est-ce que c'était dans le passé, comment c'est aujourd'hui, comment c'est loin d'ici, comment est-ce que c'est proche d'ici, pour essayer de repérer ce qu'on appelle des fondamentaux, c'est-à-dire que c'est à peu près partout pareil, donc ça appartient à notre espèce d'une manière consubstantielle, j'ai envie de dire. Et puis après, l'analyse de cette créativité extraordinaire qui fait que, précisément à travers l'espace et le temps, nous avons créé des univers mentaux, des représentations du monde extraordinairement complexes, foisonnantes, créatives, mais aussi arbitraires, qui fait que les sociétés humaines ont inventé plein d'explications par rapport à cette condition humaine à laquelle personne ne comprend rien. C'est un peu le point de départ, c'est qu'aucun être humain ne sait ce qu'il fait ici. Déjà, on ne connaît pas très bien qui on est, et puis quel est le sens d'être inscrit sur cette planète, dans cet univers, avec cette espèce d'énigme qui a l'air d'être totalement incompréhensible ou en tout cas inépuisable. C'est, je dirais, pour moi un point de départ. Et donc l'être humain a inventé toutes sortes de narrations, de représentations des choses, avec une créativité absolument ébouriffante. Et comme la maladie est au cœur de l'expérience humaine, ça fait partie de tous les peuples et toutes les cultures, évidemment que chaque peuple a dû réfléchir à mais qu'est-ce que c'est que les maladies, que sont les maladies, pourquoi est-ce que ça arrive, et puis le cas échéant, qu'est-ce qu'il faut faire pour aider les personnes qui vivent cette expérience, avec un repérage fondamental qui est que notre culture contemporaine est la seule à individualiser autant la question de la maladie. Dans toutes les autres sociétés, notamment traditionnelles, elle est toujours perçue comme quelque chose qui concerne le collectif ou la communauté dans son ensemble, d'où tous ces rituels de guérison et ces pratiques de guérison, qui alors effectivement peuvent nous apparaître un peu superstitieuses ou ascientifiques depuis le regard de notre modernité, mais qui par ailleurs, Claude Lévi-Strauss en premier, mais évidemment que la médecine aujourd'hui valide une partie de ces rituels, dans le sens où ils ont une efficacité symbolique, comme on le dit. Et alors juste pour en revenir à Nexus, vous aviez à l'époque fait tout un dossier sur les guérisseurs philippins, les chirurgiens à main nue, et vous m'aviez cité, vu que j'avais écrit tout un ouvrage à ce sujet, et justement, et peut-être j'en conclurai avec ça pour expliquer ce qu'est l'anthropologie de la santé, c'est qu'évidemment que ce qui nous intéresse, nous, dans des pratiques comme celle-là, donc les gens qui prétendent pouvoir entrer dans le corps à main nue, ce qui est totalement impossible d'après notre point de vue contemporain, c'est pas de nous dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, mais qu'est-ce que c'est comme pratique de santé, qu'est-ce que les gens vont y chercher, est-ce que ça peut avoir une efficacité à certains moments, comment les guérisseurs eux-mêmes expliquent ce qu'ils font, et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a encore des milliers d'Occidentaux qui se précipitent à l'autre bout du monde pour aller au contact de ces guérisseurs, vivre des expériences extraordinaires et impossibles, et donc de décrypter un peu l'ensemble de ces réalités, et en gardant toujours une posture neutre et bienveillante. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour critiquer ou pour casser du sucre, mais on n'est pas là non plus pour devenir des sectateurs ou adhérer de manière crédule aux narrations. On les observe en tant que narration, on essaie de comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire que vous, ce qui vous intéresse en tant qu'anthropologue de la santé, c'est pas de savoir si ce genre de pratique existe ou pas, si c'est avéré ou pas, si ça donne des résultats, mais ce que ça révèle au niveau fondamental. Alors c'est amusant comment vous avez posé la question, parce qu'au contraire, ces pratiques existent, elles donnent des résultats, de par l'efficacité symbolique en tout cas, et peut-être d'autres paramètres qui nous échappent, et donc
Au contraire, on est au contact de ces questions, c'est-à-dire qu'on les esquive pas en disant « oulala, ça, on peut pas s'y intéresser ». Au contraire, on s'y intéresse. Par contre, en veillant à ne jamais devenir... Parce qu'au fond, et ça on le voit beaucoup dans la situation actuelle, rares sont les gens qui sont capables de ne pas tomber dans la croyance, y compris dans le domaine scientifique. Or, un vrai scientifique ou un vrai penseur, et il y en a peu de nos jours, c'est quelqu'un qui fonctionne par hypothèse. Il n'y a jamais de vérité absolue aux choses. Et d'ailleurs, les théories scientifiques sont révisées régulièrement parce qu'on est devenu plus intelligent, on a eu de nouveaux outils ou instruments à disposition. Et donc, nous, notre but n'est pas de dire c'est vrai, c'est pas vrai, c'est quelle est l'hypothèse la plus probable par rapport à ce qu'on observe. Et puis, bien sûr qu'après, on peut corroborer, notamment par des observations, le fait que quelque chose soit efficace ou non. Je veux dire, trimballer la statue de la Vierge dans une ville pour faire face à une épidémie de peste, ça a une certaine efficacité symbolique, mais ça ne sera jamais aussi efficace que de donner des antibiotiques à la population, comme on a découvert à un moment donné que c'était possible. Donc ça ne veut pas dire qu'on se prive d'un élément de validation réaliste, mais en même temps qu'on garde toujours une ouverture quant au fait qu'un questionnement a priori n'est jamais épuisé et qu'il est toujours possible qu'on découvre autre chose qui conduise à réviser ce qu'on croyait, ce qu'on appelle la réfutabilité en philosophie des sciences. Et donc nous, en anthropologie, par définition, on est au cœur de ça. Parce que dès lors que les cultures racontent des choses différentes, ici, par exemple, une schizophrénie, on vous expliquera que c'est parce qu'il y a des déséquilibres dans certains neurotransmetteurs. Quelqu'un d'une société traditionnelle vous dira c'est parce que la personne est possédée par un esprit. Donc nous, notre but, c'est pas de dire l'un a raison et l'autre a tort, c'est d'envisager la manière dont chaque culture aborde cette question et quelle est la nature des thérapeutiques qu'elle propose, certaines étant plutôt imaginaires et donc peu scientifiques, ce qui ne les prive pas d'efficacité, d'autres étant scientifiques, mais avec aussi un risque de dérive ou de déshumanisation. De votre point de vue, est-ce qu'il y a des passerelles entre ces deux approches ? Alors il y en a énormément, Dieu merci j'ai envie de dire, et notamment grâce... Alors la médecine actuellement est en pleine régression à cause de l'épidémie de Covid, c'est même spectaculaire, on est en train de revenir en arrière, mais de décennies, d'une manière tout à fait spectaculaire, mais dans l'état actuel réel de développement de la médecine, la biomédecine dite scientifique, il y a effectivement deux grandes dimensions qui ont émergé. La première, ce qu'on appelle la psychoneuro-endocrino-immunologie, c'est-à-dire le fait que rien n'est jamais complètement somatique et rien n'est jamais complètement psychique. Il y a toujours un entrelac entre ces deux dimensions. Et donc, même pour des maladies somatiques, la manière dont on les vit, dont on les aborde, dont on se sent désespéré ou avec de l'espoir ou en empathie avec soi-même, va changer la manière dont la maladie se développe. Et puis l'autre élément, c'est ce qu'on appelle la médecine intégrative. C'est-à-dire que si on analyse soigneusement les choses, la médecine a très peu de connaissances relatives à la santé. La médecine, c'est la science des maladies et des traitements. Donc il y a des nomenclatures de maladies extraordinaires qui ont été faites, il y a des compréhensions majeures qui ont été acquises, moi j'ai le plus grand respect pour la biomédecine, mais elle reste très ignorante de la santé, et quand on analyse la réalité de ce qui nourrit la santé dans la vie d'une personne, l'essentiel échappe à la médecine, tient à son mode de vie, à sa philosophie de l'existence, aux relations qu'elle a avec son environnement, à la nature de l'environnement. Il y a cette jolie phrase en Inde qui dit « Sarva Anam », tout est nourriture. Donc en fait, tout va venir me nourrir d'une manière qui va soit renforcer ma santé, à ce moment-là on dit que c'est salutogène, soit endommager ma santé ou risquer d'endommager ma santé, on dit que c'est pathogène, soit c'est neutre, ni l'un ni l'autre. Et donc, au-delà de la médecine, mais la médecine intégrative avançait dans cette direction, il y a la perspective de s'intéresser à toute la vie d'une personne, pour pouvoir l'accompagner dans les soins et les traitements dont elle a besoin, mais en comprenant que si on ne fait qu'appliquer les traitements de manière un peu mécanique, il y a tel problème biologique, on donne tel traitement, eh ben, il y a quelque chose qui manque, et notamment toute la dimension relationnelle ou compassionnelle qui est elle-même extrêmement thérapeutique. On a beaucoup de recherches qui le montrent. Alors l'épidémie de Covid a complètement mis au grand jour une certaine forme de médecine, une nouvelle forme de médecine, on va en parler. Qu'est-ce que selon vous, cela révèle de nos croyances ?
Alors, Michel Maffezoli, qui est un de mes maîtres, professeur émérite de sociologie en Sorbonne, étudie ça depuis 40 ans en disant qu'au fond, la modernité, c'est-à-dire cette mentalité collective dans laquelle nous avons été depuis, grosso modo, Descartes, à travers le siècle des Lumières et jusqu'à aujourd'hui, est en plein effondrement. Et c'est une vision du monde qui est rationnelle, qui est utilitariste, qui est individualiste, et donc où on peut découper les choses pour les analyser sans tenir compte de l'ensemble de l'image. Et cette mentalité-là, qui génère par ailleurs beaucoup de toxicité, la compartimentalisation dans le domaine scientifique et notamment médical est un drame. Quand le cardiologue ne voit que le cœur et absolument rien de ce qu'il y a autour, vous avez que des gens qui sont hyper spécialisés dans leur petit bout de territoire, mais qui n'ont plus accès au tout et qui donc perdent la compétence de mettre en relation leur savoir avec l'entier de l'existence humaine et les différents paramètres qui comptent. Donc cette modernité, avec l'industrialisation, la standardisation, la consommation de masse qui va avec, elle est à la fois dans une espèce d'exubérance, un peu comme une supernova avant d'éclater, vous voyez, elle rayonne au maximum, donc il y a vraiment un déferlement totalitaire de ce modèle de consommation de masse sur nos sociétés. Et puis d'un autre côté, dit Maffezoli, et c'est un espoir que j'ai aussi, c'est un chant du cygne, parce qu'il y a déjà l'émergence d'autre chose, qui est la postmodernité, où la communauté reprend de l'importance, où on cherche à réfléchir aux choses de manière holiste, et puis où précisément on vise au nous et plus au je. Aujourd'hui, c'est un peu comme si chaque occidental était une sorte d'obèse existentielle qui se gave de consommation de tous ordres en permanence, mais chacun dans son coin, si vous voulez, et cette espèce de chant du cygne totalitaire de la modernité a vocation, d'après lui, à déboucher sur ce futur auquel on aspire tous, qui est un futur beaucoup plus sage, beaucoup plus honnête, beaucoup plus humble, mais aussi beaucoup plus nourrissant dans nos relations les uns avec les autres, avec des circuits de consommation courts de proximité, un respect de la nature, un respect des groupes humains, une attention aux plus fragiles. Dans le système moderne, le plus fragile, c'est le con qui n'a pas compris comment ça marche. Votre président a dit beaucoup de choses à ce sujet, hein, les gens qui ne sont rien, les sans-dents, vous voyez, ce mépris de la part des élites vis-à-vis du peuple. Et dans la postmodernité, au contraire, il y a cette compréhension que chaque être humain est un univers, qu'il y a beaucoup de formes d'intelligence différentes et que souvent l'intelligence du peuple ou l'intelligence banale est capable de comprendre des choses que les élites très sophistiquées ne parviennent pas à comprendre. Et donc on voit effectivement à travers la gestion de l'épidémie de Covid, qui par ailleurs a une dimension criminelle et lucrative tout à fait évidente, ouais, une espèce d'apogée de ce système délirant avec comme particularité, c'est un terme, je sais, qui froisse certains, mais que je trouve important, c'est que la modernité, elle tend à générer de l'imbécilité technique. Imbécilité, étymologiquement quoi? C'est ne pas avoir la ressource de la raison et du bon sens. Et parfois, quand des systèmes techniques deviennent hyper performants, ils deviennent imbéciles. Je vous donne un exemple. Dans les hôpitaux, il y a eu énormément de cures de rationalisation. On s'est dit, on va économiser ici, là ou ailleurs, on va réorganiser les choses, ça permettra d'économiser de l'argent. Puis quand vous l'appliquez, ça génère tellement de souffrance dans les équipes que les taux d'absentéisme montent, les taux de démission augmentent, et donc les coûts à moyen et long terme sont bien pires que si on n'avait rien fait. Ça, pour moi, c'est de l'imbécilité technique. Vous voyez, on a des logiques qui tiennent la route sur le papier, mais quand on les applique dans la réalité, en fait, elles sont contre-productives. Et toute la gestion du Covid n'est rien d'autre. C'est-à-dire que si on n'avait strictement rien fait, comme d'ailleurs ça a été le cas entre octobre 2019 et mars 2020, le virus a été en circulation dans nos pays, il était hyper contagieux, il était hyper dangereux, nous a-t-on dit. Pourquoi il n'y a pas eu de mort jusqu'au mois de mars? Parce qu'on a soigné les gens, en sachant pas ce qu'ils avaient, pour des pneumopathies atypiques. Hein. Donc on a donné de l'azithromycine, on les a soignés normalement, il n'y a pas eu d'hécatombe. L'hécatombe, elle est arrivée quand on a confiné, qu'on a arrêté de soigner les gens. Donc les réponses sanitaires ont été pires que ce qu'elles cherchaient à soigner, et ça c'est typique de la dérive moderne. Comment vous, en tant qu'anthropologue, vous percevez comment vous analysez le fait que
les populations, majoritairement en Occident, accepter ces mesures? Qu'est-ce que ça révèle? Sur quel levier a-t-on joué pour faire accepter finalement l'inacceptable? Oui. Alors, merci de la question. Évidemment, je suis plus âgé que vous, donc sans être Kakoshim ou avoir le recul d'Edgar Morin, que je ne traite pas de Kakoshim, il a une vitalité d'esprit remarquable, mais j'ai quand même un certain recul sur les choses. Et effectivement, on a bien vu, je dirais, entre les années 80 et aujourd'hui, une évolution qui s'est produite très implacable, qui n'a pas déclenché de catastrophe immédiate. Donc finalement, je crois qu'on est passé un peu aussi à côté de la dangerosité de la chose, mais qui a consisté à défaire un ensemble de garde-fous qu'on avait mis en place. Je donne un exemple. Suite au crash boursier de 1929, Theodore Roosevelt avait soigneusement cloisonné les banques de crédit et les banques de dépôt. C'est-à-dire l'argent qui sert à financer les nouveaux projets dans l'économie et l'épargne déposée par les gens, c'était deux choses séparées pour qu'il ne puisse plus y avoir un nouvel effondrement. Et puis dans les années 80, les gouvernements néolibéraux ont fait péter ces cloisons, et donc il y a eu des résurgences de crise, notamment celle des subprimes ou les bulles Internet qui étaient caractéristiques de ce cas de figure. Pourquoi? Parce qu'on avait enlevé des sécurités qu'on avait mises. Et en fait, ça a été vrai dans beaucoup de domaines de la société. Et on a glissé progressivement dans quelque chose qu'on n'a pas vu venir, avec de surcroît une mise en garde que j'ai souvent citée, parce qu'elle est tellement visionnaire, d'Albert Jacquard, qui en 93, dans une émission de télé, disait « Attention, nous sommes en train de créer un monde dangereux, parce que on est tellement axé sur la compétition qu'on privilégie l'accession aux positions de pouvoir de gens qui soit sont sans foi ni loi, qui sont des arrivistes sans scrupules, soit sont des conformes, qui veulent surtout contrarier personne pour leur intérêt, et il disait on est en train de créer une élite dangereuse, en 93. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on a. C'est-à-dire qu'on n'a plus, où qu'on se tourne, aux commandes, dans les gouvernements, dans les ministères, dans l'administration, dans les universités, dans les facultés de médecine, que des gens qui sont dangereux, parce qu'ils sont sans foi ni loi, ils sont prêts à dire tout et leur contraire, ils sont pétris de conflits d'intérêts, ils n'en ont plus rien à fiche du bien commun. Et alors ça peut paraître un peu tous pourri comme discours, mais de nouveau, Michel Maffezoli a écrit un livre qui s'appelle « La faillite des élites », où il montre ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes avec des élites dévoyées. Qu'est-ce qu'on appelle élite? C'est ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire, ceux dont la parole compte, et notamment l'élite médiatico-politique, qui finalement donne la tonalité générale. Et cette élite-là, aujourd'hui, est devenue toxique, c'est-à-dire qu'elle n'a plus le bien de la population à l'esprit. Et juste pour finir de répondre à votre question, dans le domaine de la santé, on le sait. C'est-à-dire que le centre d'éthique de l'université de Harvard, par exemple, s'est intéressé pendant 3 ans au domaine de la santé et à la corruption institutionnelle. Et leurs conclusions, rejoignant celles d'autres organes comme la Commission européenne ou le rapporteur des Nations Unies, c'est qu'aujourd'hui, c'est un domaine qui est massivement corrompu, de telle sorte que l'intérêt et la santé de la population n'est plus la préoccupation ultime. La préoccupation ultime, c'est le business qu'on peut faire avec les maladies des gens. Donc c'est dévoyé. Et vous voyez qu'effectivement, en France, ceux qui ont eu la peau des Perronne, des Raoult, des Martine Vonner, des Violaine Guérin, des gens qui ont voulu soigner, c'est des gens qui sont pleins de conflits d'intérêts et qui vous expliquent le plus doctement du monde que tant qu'on n'a pas des études randomisées sur des millions de personnes, il n'y a pas de certitude scientifique que l'ivermectine ou l'hydroxychloroquine soignent, mais qui promeuvent le remdesivir pour lesquels on n'a aucune étude solide qui tienne la route. Donc vous voyez, ce sont des menteurs cyniques, c'est-à-dire qu'ils sont incohérents avec ce qu'ils disent, et d'une manière qui évidemment est dramatique, vu qu'ils incarnent la parole publique. Mais comment on explique que dans une société, ce genre de choses ne fait pas sonner l'alerte finalement au sein de la population? Qu'est-ce que ça révèle de notre rapport à l'autorité selon vous? C'est ça. Alors je verrai 3 dimensions comme ça un peu spontanément. La première, c'est l'effondrement des contre-pouvoirs, et notamment de la presse. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait quand même une éthique journalistique qui faisait qu'on n'avait pas peur de se friter avec le pouvoir quand il y avait de bonnes raisons de le faire. On osait sortir des scandales. Et puis, il y avait une réelle curiosité. Hein. Si tel dirigeant nous dit ça, on va vérifier si c'est vrai ou pas. Ce qui a été d'ailleurs de manière intéressante à l'origine du fact-checking,
Mais fact-checking qui aujourd'hui est totalement dévoyé, c'est-à-dire que le fact-checking mis en œuvre par des journaux comme Le Monde, Libération ou d'autres, c'est en fait dire que les choses vraies sont des fake news et faire passer des fake news comme étant des choses vérifiées. Donc on est dans ces renversements absolument terribles. Alors l'effondrement de la presse, c'est évidemment un des grands paramètres, parce que c'est quand même un bastion de protection de la population dans son rôle de contre-pouvoir. Après, le deuxième élément, c'est la docilité du peuple, à qui on a quelque part appris ou qu'on a accoutumé à se laisser faire à travers un ensemble de choses. Et puis, le troisième élément que je verrais, c'est un espèce d'effondrement de l'intelligence collective, où finalement, aujourd'hui, il y a cette situation absolument incroyable, où les gens, finalement, quand on les interroge, savent qu'on les mène en bateau, savent que c'est intéressé et qu'il y en a qui s'en mettent plein les poches, mais ont l'impression de rien pouvoir faire ou que finalement chacun a à s'accommoder de ça et donc une espèce de démission collective sur le plan politique, mais qui est aussi le résultat de, comment dirais-je, toute une évolution politique au cours des décennies. Et le fait, par exemple, que la gauche, moi j'ai été vice-président du Parti écologiste genevois il y a fort longtemps, donc, vous voyez, c'est un peu ma mouvance intellectuelle. Et à l'époque, il y avait beaucoup de gens très intelligents et très intéressants. Aujourd'hui, c'est les principaux supporters de Big Pharma et de Bill Gates. Bill Gates est un bienfaiteur, il faut se faire vacciner parce que c'est ça qui va nous protéger contre le vilain virus. Et tout ce qu'on a toujours su au sujet des manipulations de Big Pharma, tout d'un coup, ça n'est plus dans la culture politique des socialistes et des Verts, ce qui est quand même énorme. Donc voilà, et ça c'est vraiment cet effondrement dont parle Maffezoli, c'est pas juste une crise, c'est l'effondrement d'un monde qu'on vit en direct et qui évidemment est assez sauvage et spectaculaire. On a l'impression que dès que ça touche à tous les autres domaines, la plupart des commentateurs politiques, des journalistes ou même des citoyens se rendent bien compte que l'industrie, le business, les conflits d'intérêts existent, mais dès qu'il s'agit de la santé, c'est comme si on touchait à un talon d'Achille civilisationnel. Et c'est vraiment une question que je voulais vous poser. Qu'est-ce que ça révèle dans nos sociétés modernes, qu'est-ce qu'a révélé cette crise du Covid par rapport à justement notre rapport à la mort? Est-ce que selon vous, c'est le fait que notre rapport à la mort soit aussi peu exacerbé, soit aussi peu étudié, discuté, soit aussi peu présent dans notre quotidien, que ça devient un terreau fertile à la peur, à la manipulation? Et petite question sous-jacente, est-ce que vous voyez une différence dans ce rapport à la mort avec les sociétés plus traditionnelles? Oui, merci évidemment. Il y a un peu deux volets à la réponse que j'aurais envie de donner à votre question. Le premier, c'est que la santé a toujours été utilisée à travers l'espace et le temps à des fins d'oppression. C'est-à-dire que, je l'ai dit dans le film Hold Up, mais dès lors que vous êtes parvenu à faire croire à quelqu'un qu'il est en danger de mort, vous en faites ce que vous voulez. Et ça a toujours été vrai. Il faut se souvenir, évidemment, que ce n'est pas une comparaison. Je ne suis pas en train de dire qu'on est en train de vivre la Shoah et la Deuxième Guerre mondiale, mais que, par exemple, la création des ghettos pour les Juifs par l'Allemagne nazie avait des raisons sanitaires. On disait qu'ils étaient porteurs du typhus, qui risquaient de contaminer la population, et donc il fallait les exclure et les enfermer derrière des murs. Donc, et puis toute la propagande nazie était basée pour la sécurité du peuple allemand. Et la médecine a joué un rôle majeur, parce qu'elle était dans des positions très eugénistes chez beaucoup de médecins à l'époque, donc il y a des prix Nobel de médecine qui tenaient des théories eugénistes dont les nazis se sont inspirés. Donc, vous voyez, ce prétexte sanitaire a toujours été très au goût des dictateurs, parce qu'ils savent qu'une fois qu'on fait peur aux gens de cette manière, c'est très facile de les manipuler. Donc ça, c'est un premier élément. Et on le voit aujourd'hui avec la stigmatisation des soi-disant anti-vax, qui sont en fait des gens qui ne veulent pas être soumis à une expérimentation génique. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être pro-vax ou anti-vax, mais là encore, c'est des raccourcis de langage qui permettent d'abuser la plupart des gens et qui sont martelés par une presse aux ordres. Donc ça, c'est le premier élément. Et puis l'autre, c'est qu'effectivement, nous sommes devenus, par la force des choses, et notamment technologiques, une culture hors sol. Une culture qui n'est plus incarnée, qui n'a plus ses racines dans la terre et qui n'a plus le sens des deux axes verticaux, de l'horizontalité et de la verticalité.
Donc, c'est-à-dire ces deux axes, vous pouvez nous dire un peu plus? C'est-à-dire que, alors peut-être que le fantasme transhumaniste est le meilleur exemple que je puisse vous donner. Hein, parce que les transhumanistes, dans leur délire, c'en est un, ils ont quoi comme espoir? De devenir immortels. Or, devenir immortel, c'est quoi? C'est s'émanciper du statut de créature. Nous sommes des créatures dans une création, nous n'avons pas choisi d'être là, à notre connaissance. Une fois qu'on est là, c'est quand même un statut compliqué, donc on fait ce qu'on peut, mais il y a une certitude, si on représente ça sous la figure de Dieu, la seule chose dont on sait de Dieu, c'est que c'est pas soi. Je ne sais pas s'il existe ou pas, mais en tout cas, c'est pas moi. Ça, c'est la certitude. Et donc, nous sommes des créatures dans une création en relation avec d'autres créatures, d'où le fait que dans les sociétés traditionnelles, on avait une responsabilité par rapport notamment au monde animal, celle de prélever le moins possible de proie pour nos besoins, de ne pas faire souffrir inutilement d'autres créatures. Vous voyez, il y avait un sens comme ça d'éthique existentielle qui s'est perdu à travers la modernité. Et en perdant cet axe, ça veut dire que, avec le fantasme de toute puissance, nous n'arrivons plus à comprendre que la vie et la mort sont imbriquées l'une dans l'autre, que la mort fait partie de la vie, que la finitude est dans notre nature, donc chercher l'immortalité, mais pourquoi au monde, je veux dire. Donc c'est ces repères-là qui se sont effondrés avec les grandes religions, qui de toute manière dans toutes les civilisations sont des garants de l'axologie. Alors les religions, elles portent tout un ensemble de problèmes par ailleurs, hein, c'est pas pour en faire l'apologie, mais dès lors qu'il y a eu cet effondrement qui n'a pas été remplacé par des formes de spiritualité nouvelles, eh ben ça veut dire effectivement que la plupart des gens finalement vivent de manière assez abrutie en évitant la contemplation de leur finitude et la relation à la mort. Et on voit qu'aujourd'hui, la mort est traitée de manière très hygiénique. On meurt à l'hôpital le plus souvent, et puis dès qu'on est mort, on est mis dans une boîte, et puis, vous voyez, il n'y a plus ce partage de la mort. On essaie de rejeter la mort de notre champ de vision, de notre quotidien, et on comprend justement que peut-être ça a permis l'installation de cette manipulation sur les consciences. Est-ce que vous voyez une différence avec les sociétés plus traditionnelles dans le monde vis-à-vis du Covid? Est-ce que vous avez constaté que les choses se déroulent différemment? Absolument. Et là encore, selon deux axes. Le premier, c'est le pragmatisme. En Afrique, ils ont tout de suite utilisé hydroxychloroquine et l'ivermectine, mais sans se poser de questions. Parce qu'ils ont l'habitude de se démerder, excusez mon français, vous voyez ce que je veux dire. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On se tourne vers l'autorité, et puis on se soumet à ce qu'elle dit. Eux, ils ont l'habitude de se débrouiller, ils se sont débrouillés avec des bien meilleurs résultats que nous. Et puis l'autre, mais il n'y a même pas besoin d'aller très loin. Vous voyez, moi j'ai des médecins, parce qu'au fond, si on regarde attentivement, l'épidémie de Covid, on en a fait une espèce de catastrophe, mais même avec tout le merdier qu'on a fichu, la mortalité n'a pas augmenté de manière significative en 2020 et 2021 si vous la corrélez avec le vieillissement de la population. Donc même en faisant tout faux, ça n'aura pas été la catastrophe qu'on nous a dit. Et en plus, cette épidémie, si on la resitue en juste proportion, elle est à peu près l'équivalente de la grippe de Hong Kong de 68-69, hein, où les gens baisaient, excusez mon français, dans tous les buissons, où ils étaient 400 000 à Woodstock les uns sur les autres, on n'a jamais rien arrêté, et des très vieux médecins ont pris contact avec moi par mail pour me dire « Mais vous savez, moi j'ai vécu la grippe de Hong Kong, il y avait des cadavres alignés dans les couloirs de l'hôpital. C'était une épidémie un peu plus forte que les autres années. On n'a pas paniqué, on n'a pas martyrisé la population, on n'a pas imposé des lois d'exception, on a vécu avec. » Donc, ce que ça révèle, c'est que la relation à la mort est devenue totalement problématique, mais que même la relation à la maladie, à l'épidémie, c'est quoi une épidémie? C'est normal qu'il y ait des épidémies. Et si elles ne tuent que des gens en toute fin de vie ou très malades, c'est une bonne nouvelle. Donc le Covid-19, c'est une bonne nouvelle épidémique, c'est pas une tragédie. Mais là, cet emballement de notre société désarçonnée, mais aussi instrumentalisée, parce qu'il y en a quand même qui font des centaines de milliards de bénéfices avec ce qu'ils nous font vivre, c'est ça le vrai problème. Vous pensez qu'on est à l'aube justement d'un changement civilisationnel et anthropologique par rapport à cet avènement d'une société techno-sanitaire, voire transhumaniste? Ouais. Bah, c'est un peu effectivement le cap compliqué dans lequel on est. C'est-à-dire que, alors, la mauvaise nouvelle, c'est que ce fantasme techno-humaniste, transhumaniste, il a des moyens illimités à disposition.
Vous savez maintenant comment ils trafiquent les algorithmes sur Google et autres, c'est effrayant. Donc si je vais chercher de l'information sur quoi que ce soit en lien avec la situation sanitaire, je n'aurai d'abord que des conneries de propagande, et si ça se trouve, ils auront même réussi à ne pas du tout faire apparaître la réalité des choses. Donc ça devient compliqué, parce qu'ils ont une telle force de configuration de ce à quoi les gens ont accès. Et évidemment que le risque, si ce sont eux qui l'emportent, c'est de basculer dans un univers dystopique, comme certains artistes et écrivains avaient pressenti le risque, 1984, le meilleur des mondes, etc. On est vraiment dans ces logiques-là aujourd'hui. Maintenant, quelles sont les chances d'y échapper? Alors, évidemment, je ne suis pas prophète, mais d'abord, il faut y croire, parce que abandonner n'est pas une option. Et puis en plus de ça, la beauté avec les dérives totalitaires et les délires, c'est que ils sont tellement intrinsèquement irréalistes qu'ils sont toujours rattrapés par la réalité à un moment donné ou à un autre. Et Hitler, il n'a pas fini pour 80 ans sur un trône, il a fini par se suicider dans un bunker. Donc, je veux dire, il y a aussi le germe de la finitude dans ces délires. Et donc, en ce qui me concerne, je reste envers et contre tout optimiste, mais tout en sachant, l'exemple de l'Union soviétique est un peu un contre-exemple, mais que là-bas, ça a pris 70 ans pour revenir en arrière, donc ça peut être long. Est-ce que vous pensez que, justement, après la chute de ce totalitarisme sanitaire, est-ce que vous pensez que les sociétés humaines peuvent reprendre leur créativité, peuvent reconquérir leurs univers mentaux et certains fondamentaux, ou est-ce que on est un petit peu, on va dire, perdu? Oui. Moi j'y crois. Vous savez, si vous allez autour de Tchernobyl, il y a une nature extraordinairement luxuriante. Ça fait le vide d'humain, et la nature, elle se réinvite, elle repart. Donc, ce que j'observe, si vous voulez, à un niveau plus politique, alors c'est pas mon domaine d'expertise, donc je dis les choses toujours un peu prudemment, mais quand même, on observe au cours des dernières décennies qu'on a imposé à nos populations des choses qu'elles n'avaient pas choisies et qu'elles n'auraient pas choisies. Comme quoi? Par exemple, le traité européen que le peuple français a refusé. Vous croyez qu'ils en tiennent compte? Les votes de députés qui disent non à quelque chose, et puis on revote à 5 heures du matin avec 30 malheureux dans la salle, soigneusement sélectionnés, on passe la loi malgré tout. Donc moi je pense que cette marche en avant forcée vers la civilisation de masse, où finalement on n'aura plus accès qu'à du fast-food délivré par Amazon ou l'équivalent. Parce que finalement, la crise actuelle, elle est en train de saccager l'économie réelle des forces vives de la société. Les petits commerçants, les restaurateurs, les hôteliers, les petits producteurs, c'est eux qui font les frais de l'opération. Donc, évidemment que cet effondrement est préoccupant, mais d'un autre côté, si la grande machinerie s'effondre à son tour, à ce moment-là, qu'est-ce qui va réapparaître, sinon les choses de proximité? Qui d'entre nous préfère bouffer de la malbouffe toxique industrielle produite en détruisant les populations et l'environnement plutôt que des légumes et des fruits savoureux cultivés à proximité de chez soi? Vous voyez ce que je veux dire? Donc on est aussi captif d'un système qui a finalement pris en otage tous les outils de production et l'économie, mais je ne suis pas convaincu que ça corresponde aux convictions profondes de la population. On est plutôt abruti dans ce système qui nous pousse vers une robotisation et une déshumanisation, mais moi j'ai assez espoir que dès que ce délire s'arrête ou qu'il s'atténue, il y ait plein d'autres choses qui réémergent. Est-ce que selon vous, ce qui se passe est révélateur de comment on pourrait dire, de l'absence de rituel que l'on a dans nos sociétés, l'absence de rituel de passage. Si je pense aux sociétés traditionnelles qui avaient des rituels de passage entre l'âge d'enfant et l'âge adulte, est-ce que finalement les sociétés modernes qui ont complètement détruit cette façon d'aborder la vie, est-ce que le sanitaire est devenu un rituel de passage, peut-être à quelque chose qui viendrait nous faire rentrer dans un commun, dans une communauté? Aujourd'hui, on voit qu'il y a une espèce de communauté par rapport à la vaccination. Il y a un prosélytisme quasiment religieux. Là où vous disiez tout à l'heure que la spiritualité est complètement absente de nos sociétés. Et est-ce qu'à contrario, ceux qui sont contre cette société, technosanitaire, du tout tracking, du pass sanitaire, etc.,
sont dans un autre rituel de passage vers un autre commun. Et finalement, on serait en face de deux groupes humains qui seraient en train de vivre leur propre rituel de passage. Oui, je crois c'est une intuition qui me parle beaucoup, que vous exprimez là. C'est comme s'il y avait en fait un espèce de détachement de deux univers, et renforcé évidemment par le système de ségrégation qui est en train d'être mis en place. Et vous savez vraiment, je crois qu'il faut écouter les grands penseurs qui ont du recul. Michel Serres, le philosophe avec qui je me suis entretenu 2 ans avant sa mort, insistait, ce n'est pas une crise, c'est un changement de monde. Il y a eu plusieurs moments dans l'histoire de l'humanité, toujours à la faveur de révolutions techniques, invention de l'agriculture, puis l'écriture, puis l'imprimerie, puis maintenant le numérique, où toutes les grandes structures sociales se sont effondrées en quelques années ou décennies. Et on a fait une espèce de table rase de ce qui existait auparavant. Et je crois que c'est vraiment ce dans quoi nous sommes engagés aujourd'hui, enfin on l'observe. Et Edgar Morin avait écrit, il y a une 20aine d'années si je ne m'abuse, un texte remarquable qui s'appelle « Les 7 savoirs nécessaires à l'éducation du futur ». Et un d'entre eux, c'est l'éducation à la condition humaine. Voilà, c'est quoi d'être un être humain ? C'est quoi notre nature ? Et c'est quoi ce fait d'être sur une planète lancée dans l'espace, dans un univers auquel on ne comprend rien, avec un mystère qu'on n'arrivera jamais à transpercer à notre connaissance, et comment est-ce qu'on s'approprie cette angoisse existentielle et ce côté incompréhensible de notre condition pour éviter d'entrer dans des postures contraphobiques qui sont celles des transhumanistes, par exemple. Au lieu d'accepter leur vulnérabilité, leur finitude et la fragilité de la condition humaine, ce qui est en fait la noblesse de notre devenir en tant qu'espèce, ils essayent de prendre le pouvoir dessus, ce qui est terrifiant. Et d'ailleurs, tous les corpus religieux ont prévu ça dans des récits apocalyptiques ou d'anges déchus qui tout d'un coup entrent dans ces délires de pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est toujours une négation de notre condition dans son humilité et sa fragilité. Et donc je pense qu'il y a aujourd'hui quelque chose de cet ordre, avec la bonne nouvelle que dès lors que nous serons éjectés de la normalité, moi, j'hésite par ironie à me promener avec une crécelle. Vous savez, comme les lépreux du Moyen-Âge, qui informaient les autres. Alors par ailleurs, j'ai la meilleure immunité qui soit face au Covid, parce que je l'ai eu, donc j'ai une immunité naturelle, qui d'après ce qu'on sait du premier SARS-CoV dure au moins 17 ans. Donc je suis la personne la mieux immunisée dans notre société, mais parce que je n'ai pas accepté de me soumettre à une expérimentation génique hasardeuse, je suis exclu du groupe et je suis considéré comme potentiellement dangereux pour les autres. Alors je dis, je vais prendre une crécelle, et puis comme ça, je ferai savoir aux autres qu'ils doivent s'écarter de mon chemin vu que je suis un pestiféré. Et blague à part, qu'est-ce qui va arriver à tous les pestiférés qui... et là, il y a une question éthique. Je me permets de mentionner ça tellement c'est important. J'ai une amie qui est présidente d'un syndicat de personnes précarisées. Et elle s'est fait vacciner pour des raisons de santé. Elle est dans un groupe à risque à un âge, plus de 60 ans, donc elle a accepté de se faire vacciner, mais elle a refusé le pass sanitaire en disant « je ne participerai ». Vous voyez ? Donc elle a pris un choix pour sa santé que je respecte, mais par solidarité et par éthique, elle va rester du côté des réprouvés. Et ça, je tire mon chapeau. C'est ça la vraie résistance. Donc nous, tous les réprouvés, on va plus avoir accès aux piscines, aux bibliothèques, aux musées, au cinéma, au que sais-je. Ok, bon, on va quand même continuer à vivre. Et on va vivre dans ces territoires désertés par la masse, vu qu'ils auront peur de nous et d'être contaminés à notre contact. Alors que d'après les dernières nouvelles, ils sont plus dangereux que nous, même par rapport à la transmission du... Enfin, peu importe. Donc nous, on aura ces territoires vierges à habiter, et là, il y a forcément quelque chose d'autre qui va émerger, inévitablement. Sauf s'ils nous mettent dans des camps et des éco-villages, des circuits parallèles, des restaurants privés. Une contre-société. Une contre-société. Et c'est peut-être notre plus bel espoir et la bonne nouvelle du truc. Donc le rejet et l'exclusion, c'est très douloureux anthropologiquement. La pire peine qu'on imposait au Moyen-Âge, c'était le bannissement. Parce que c'est terrible d'être banni de son groupe d'appartenance. Mais si on le fait en conscience, en sachant qu'on est banni de quelque chose de pervers et de toxique, et qu'on retrouve des gens plutôt intéressants et de bonne composition, qui se posent des questions et qui ont des idées créatives à apporter, pour moi c'est plutôt un bon plan. Vous voyez, il y a ce que je perds, et c'est vrai, mais il y a tout ce que je gagne aussi.
Donc là, je crois qu'effectivement, c'est une invitation à faire vivre des choses assainies par rapport à ce qu'on nous a infligé au cours des dernières décennies. Et en ce qui me concerne, ça m'intéresse et je suis partant pour cette aventure. Est-ce que vous pensez qu'en Suisse, il y a la place pour faire cette contre-société en ce moment ? C'est une très bonne question. Et évidemment que les autres peuples nous idéalisent beaucoup avec notre référendum, notre démocratie directe. Donc j'ai souvent dû calmer un peu les ardeurs de commentateurs en disant « Mais attendez, les gens, ils sont aussi intoxiqués ici qu'ailleurs ». Et les dernières décisions de notre gouvernement qui n'ont fait que singer ce que le vôtre a infligé à sa population sont atterrantes. Parce que ça montre que la Suisse n'existe pas vraiment dans ce versant démocratique très poussé qu'on imaginait. Il suffit qu'un carteron de gouvernants pilotés par des puissances malfaisantes impose envers toute science, je veux dire, parce qu'il n'y a absolument rien de scientifique dans le pass sanitaire. D'ailleurs, en France, ça a été adopté à partir d'une fraude scientifique, comme Vincent Pavant l'a montré. Donc, ça atteint des degrés de crapulerie inimaginables, et au fond, la Suisse se laisse aussi faire dès lors qu'on l'instrumentalise de la même manière. En Suisse, le pass sanitaire vient d'être instauré. Et il a été instauré il y a une semaine, et ça a été un grand choc, là encore avec 60% de la population qui pense que c'est une bonne chose, parce qu'elle imagine que c'est utile, puis après elle dit « ouais, mais si les gens qui ne veulent pas se faire vacciner n'ont plus accès à certaines choses, ben ma foi, tant pis pour eux, ils avaient qu'à se faire vacciner ». Mais ils n'ont pas compris que ce n'est pas un vaccin, déjà, que le pass sanitaire n'a aucune utilité, il ne sert à rien pour prévenir l'épidémie. Les meilleurs épidémiologistes au monde le disent. Les dernières données scientifiques détruisent la pertinence du pass sanitaire. Donc c'est complètement autre chose, mais évidemment que ça, c'est le grand pas difficile à franchir pour le citoyen moyen. C'est d'imaginer que ce n'est pas une histoire sanitaire depuis le début, qu'il y a d'autres mobiles derrière, dont on ne sait pas très bien ce qu'ils sont d'ailleurs. Et comme les médias et les politiques ont soigneusement balisé le terrain avec l'accusation de complotisme, la santé, il n'y a que des complots. C'est un des domaines les plus corrompus au monde. Donc, la corruption, c'est quoi si ce n'est pas un complot? Les pharma aux États-Unis au cours des 20 dernières années ont été condamnés à 1000 reprises au civil et au pénal pour falsification de données, corruption, trucage, mensonge sur les indications. C'est un complot après l'autre. Aujourd'hui, on est dans un complot généralisé, objectivement, mais les médias et les autorités ont réussi à faire croire que tout discours mettant ça en lumière était complotiste et qu'il fallait s'en méfier parce que c'était dangereux. Et je ne sais pas si vous connaissez ces expériences passionnantes qui ont été faites en sciences de l'éducation, où, au passage à l'école primaire d'une année sur l'autre, on a interverti les bulletins scolaires entre les meilleurs et les cancres. Et donc le prof qui reprenait la classe était convaincu de bonne foi que les cancres étaient les meilleurs élèves et que les meilleurs élèves étaient les cancres. Et en quelques semaines, ça se remet dans ce sens-là. Donc la population à qui vous avez fait croire que dire que Big Pharma n'est pas une industrie vertueuse, c'est du complotisme, moi je vois ça. Dès qu'il y a certains mots ou certaines expressions totalement vraies par ailleurs, ah ouais, ça c'est le truc complotiste dont il faut que je me méfie. Voilà. Et là, ils sont juste captifs de ce narratif. Et malheureusement, la Suisse n'est pas mieux lotie que ça par rapport à vous, malgré sa culture qui aurait dû nous protéger, qui est celle qui a toujours cherché à travers le temps qu'aucune majorité n'impose sa vérité à des minorités. Donc on a une culture politique qui était très axée sur la protection des minorités, mais là plus. Jean-Dominique Michel, merci beaucoup pour ce regard et cette analyse. Et puis on vous dit à très bientôt. Merci à vous pour cette invitation. Au revoir. Au revoir.